Mesdames et messieurs, bonsoir. La saison des pluies est une période favorable à la multiplication des moustiques à la source des maladies comme le paludisme, la fièvre jaune, la dengue notamment. Dans sa volonté d'assurer le bien-être des populations, le gouvernement veut anticiper en raison des expériences vécues avec la recrudescence de ces maladies transmises par ces insectes. Période favorable aux maladies transmises par les moustiques. Comment se fait la prévention? Sujet de votre émission. Ça fait l'actualité de ce jour. La politique de prévention va permettre de redécouvrir les principales affections transmises par les moustiques, de faire l'état des lieux de la situation sanitaire actuelle et d'indiquer les actions individuelles, collectives et gouvernementales. Objectif, freiner une épidémie de grande envergure. Astou Touré. En cette saison de pluie, les pathologies se multiplient et nuisent à la santé. Appartenant à des familles et des genres différents, les arboviroses sont des virus transmis à l'homme par des moustiques, à partir d'un réservoir animal ou d'un individu infecté. Il existe plus de 500 arbovirus, dont une centaine est pathogène chez l'homme, regroupant un ensemble hétérogène de virus enveloppés en ARN. Les arboviroses circulent principalement dans les zones humides, occasionnant une panoplie de moustiques, notamment les tiques, et l'un de ces tiques est transmis par certains moucherons. Cette transmission se fait lorsqu'un insecte ou une tique pique ou mord une personne ou un animal infecté, puis pique une autre personne ou un autre animal. Généralement, les infections à arbovirus ne se transmettent pas d'une personne à une autre, ce qui n'est pas le cas au niveau des infections par flavivirus qui sont des pathologies de l'arbovirus, à savoir la dengue, la fièvre jaune, l'infection par le virus Zika qui peuvent être transmises d'une personne à une autre par des moustiques. C'est le cas de la dengue, virus transmis par la piqûre de moustiques qui en 2019 avait causé 2 décès sur 130 cas confirmés en Côte d'Ivoire. Notons aussi que le virus Zika est le seul arbovirus où le virus peut se transmettre par voie sexuelle. En ce qui concerne la fièvre jaune, 89 cas ont été enregistrés en 2019, dont 1 décès, 5 cas confirmés en 2021. Dans la majorité des cas, le diagnostic de l'arbovirus est essentiellement sérologique, à partir de prélèvements de sang ou de liquide cérébro-spinal. L'isolement du virus est possible, mais réservé à des laboratoires spécialisés pendant les 2 à 3 premiers jours de la maladie, car la viremie est précoce et très brève, se termine entre le 4e et le 8e jour de la maladie. Tout comme la dengue, il n'existe aucun traitement spécifique à l'arbovirose. Le traitement est uniquement symptomatique, d'où l'importance de la prévention. De ce fait, pour lutter contre l'arbovirose, des mesures de prévention sont à observer, notamment porter des vêtements qui couvrent autant le corps que possible. Éviter autant que possible l'exposition aux moustiques ou aux tiques. Pour les tiques, les mesures suivantes peuvent être utiles. Rester sur les chemins et sentiers, rentrer son pantalon dans les bottes, porter des chemises à manches longues. L'importance d'une prévention collective et individuelle s'avère nécessaire pour la santé de tous. Nous recevons sur notre plateau le professeur Joseph Beignet-Bivreau, directeur général de l'Institut national d'hygiène publique, INHP, pour parler de la politique de prévention initiée par le gouvernement face à la période favorable aux maladies transmissibles par les moustiques. Connaissance sur la dengue et autres arboviroses. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur. La dengue, le paludisme, la fièvre jaune sont classés dans la catégorie des arboviroses. Comment définit-on les arboviroses? C'est exact, c'est la catégorie des arboviroses. Il faut dire que le mot arbovirose est emprunté à un mot latin qui est arthropods borne virus, mais en anglais. C'est-à-dire que c'est les maladies qui sont transmises par les piqûres de moustiques. Moustiques comme Aedes aegypti, comme Anopheles pour le paludisme, et comme bien d'autres vecteurs. Alors, la première apparition de la dengue remonte à 2008 ici en Côte d'Ivoire. Elle est réapparue
en 2010, 2017 et 2019. Pourquoi est-elle devenue endémique? Oui, la dengue est devenue endémique parce que aujourd'hui, nous connaissons avec le réchauffement climatique, avec les activités de l'homme qui s'est rapproché de plus en plus des animaux et avec surtout l'urbanisation galopante, on se rend compte que le virus est dans notre milieu quotidien parce qu'il vit chez le moustique que nous hébergeons dans nos maisons, que nous hébergeons dans notre environnement direct. Alors, le dénominateur commun de ces arboviroses est bien le moustique, vous l'avez dit. Les facteurs favorisant la propagation? Alors, les facteurs favorisants, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut dire qu'avant, il y a une cinquantaine d'années, avant qu'on atteigne ce niveau de dégradation de l'écosystème, le virus, il vivait chez le moustique et c'était dans la forêt. Donc, il vivait au niveau le moustique, il vivait au niveau de la canopée, dans les grandes forêts, et il piquait le singe et le cycle était entretenu dans la forêt. Et l'homme venait, c'est l'homme qui venait, le chasseur ou bien le forestier, qui venait s'infecter de façon accidentelle. Mais aujourd'hui, le virus, il vit directement avec nous parce que les conditions sont favorables. Conditions favorables, ça veut dire quoi? Conditions favorables, ça dit qu'on a dans notre environnement des récipients qui collectent de l'eau, dans lesquels l'eau est collectée en période de pluie. Ces récipients-là, généralement, on les appelle les gîtes larvaires, c'est-à-dire les endroits qui hébergent les œufs qui deviennent des larves après. Donc, on a les pneus dans notre environnement. On a des jouets de nos enfants qui sont souvent abandonnés et qui sont sous la pluie, qui collectent de l'eau. On a souvent aussi des bananiers dans nos cours. Et on sait, à Cocody aujourd'hui... Oui, même à Cocody Ambassade, il y a des lots bien clôturés où il y a des fait des bananerains. Oui, c'est bien ça. Pourtant, il y a une loi de la période coloniale de 1933 qui dit qu'il est interdit de cultiver des plantes à feuilles engrenantes comme les bananiers, comme les arbres du voyageur, dans notre environnement direct, autour des maisons. Mais on en voit ici à Cocody, malheureusement, c'est la réalité. Alors j'insistais sur justement la propagation pour que les téléspectateurs comprennent bien. Vous avez parlé des pneus, mais il faut aussi que les gens sachent qu'il ne s'agit pas seulement d'eau usée. Non, ce n'est pas seulement des eaux usées. Justement, la particularité justement pour le moustique Aedes aegypti, c'est de l'eau de petite quantité en général. Ce n'est pas une mare, mais c'est une eau de petite quantité. Quand vous voyez des pneus qui ont pris de l'eau, c'est de petites quantités qui sont dans les rigoles des pneus. Dans nos maisons, on a des pots de fleurs qui sont bien jolis, dans lesquels on met de l'eau, mais malheureusement, cette eau-là contient de l'eau ce pot-là contient de l'eau que nous ne vidons pas régulièrement. Oui. En principe, il faut les vider chaque 4 à 5 jours pour renouveler l'eau parce que le moustique vient y pondre ses œufs. Alors, la Côte d'Ivoire a connu plusieurs cas d'épidémie de dengue notamment, très vite circonscrits d'ailleurs. Quelle est la répartition spatiale de ces cas passés? Alors, les cas passés, aussi curieux que ça puisse paraître, c'est à Cocody qu'on a retrouvé ces cas. Ah bon? Que ce soit l'épidémie de 2010, de 2017, de 2019, c'était à Cocody. Une explication particulière? Oui, Cocody, parce que Cocody, je vous ai parlé tout à l'heure des pots de fleurs, c'est là où on entretient le plus de pots de fleurs. Cocody, c'est l'endroit où on a les jardiniers, vous voyez, les horticulteurs qui entretiennent ces endroits qui collectent de l'eau. Et figurez-vous qu'on a fait l'expérience. On est allé à l'INSAC à l'époque, au cours de l'épidémie de 2019. On est allé dans une activité de sensibilisation. On est allé rencontrer nos étudiants de l'INSAC qui avaient des pots de peinture, parce que quand ils finissent de faire leur peinture, les objets d'art, quand ils finissent de faire leur tableau, il y a des pots qui restent et qui contiennent de l'eau. Et ces pots-là entretiennent la prolifération des moustiques. Donc, on leur a remis un pot, mais qui contenait de l'eau, enfin une bouteille qui contenait de l'eau dans laquelle il y avait des larves de moustiques.
Et une semaine après, quand on est venu le voir, les larves s'étaient transformées en moustiques et ils nous demandaient bien d'où venaient les larves. On leur a dit, mais ça vient de là, ce n'est pas de la sorcellerie. C'est eux-mêmes qui l'ont entretenu. Alors, comment avez-vous freiné la propagation des cas survenus? Alors, pour ce qui est passé, c'est vraiment la sensibilisation. Nous avons fait beaucoup de sensibilisation. En 2017, nous nous sommes appuyés sur les mairies. Et le maire de Cocody, avec le maire d'Agamé, nous avons sillonné leur quartier à l'époque, avec l'appui du préfet d'Abidjan, nous avons sensibilisé. Mais en plus de cela, nous avons surtout amené les populations à elles-mêmes à éliminer les gîtes. Je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. D'accord. Alors, professeur, faut-il redouter la propagation de cette maladie, surtout que la Covid est encore là? Oui, mais justement, c'est pour anticiper que nous avons entrepris cette démarche. Parce qu'il ne faut pas qu'en plus de la Covid, une autre épidémie vienne s'ajouter à la situation. Donc, pour le moment, nous anticipons pour que nous n'en arrivions pas là. Et pour le moment, il faut dire qu'il y a des signes qui peuvent nous alerter. Nous avons fait une investigation entomologique à Cocody. On s'est rendu compte que le moustique est bien là. On a visité 500 maisons, mais dans la moitié de ces maisons, le moustique est là. S'il est là, ça veut dire qu'il peut y avoir un risque. C'est pourquoi nous demandons à la population de pouvoir éliminer tout ce qui est objet qui peut contenir de l'eau. On va en arriver tout à l'heure. Alors, on va parler de fièvre jaune parce qu'elle fait partie des arboviroses. Elle est apparue en 1920 et elle est réapparue en 1982 à Mbayakro avec 21 décès. En dépit du vaccin, un autre cas a ressurgi en 1998. Que s'est-il passé? Comment est-ce possible? Alors, c'est possible parce que, comme je le disais tout à l'heure, le moustique, désormais, il vit avec nous. Il n'est plus dans la forêt, il n'est plus dans la savane. La fièvre jaune a un vaccin. Oui, la fièvre jaune a un vaccin, c'est sûr. Et le vaccin, justement, il protège et il a une validité pour toute la vie. Avant, quand on faisait le vaccin, on nous demandait de renouveler le vaccin tous les 10 ans. Maintenant, on fait le vaccin toute la vie. Le vaccin a été introduit dans le programme élargi de vaccination en 1983. Mais c'est sûr que ce n'est pas tous les enfants qui sont forcément vaccinés. Donc, il y a certains qui échappent et qui deviennent des adultes qui peuvent entretenir. Et le vaccin ne protège pas aussi à 100%. Donc, c'est ce qui peut expliquer cela. Mais il y a aussi le fait qu'il peut y avoir des cas importés. Donc, tout cela peut entretenir encore la maladie. Mais j'avoue que l'espace est de plus en plus grand entre la survenue des cas. Alors, quelle est la particularité de la dengue, la fièvre jaune et le paludisme, ces trois maladies? Alors, d'abord, au niveau du vecteur. Le vecteur est le même, le vecteur de la fièvre jaune, c'est le même que le vecteur de la dengue. C'est le moustique blanc-noir, vous le voyez chez le vulcanisateur. Le moustique zébré. Zébré, c'est bien le moustique zébré. Et c'est le moustique tigre, on l'appelle comme ça, moustique tigre. Vous allez le voir dans les jardins. Quand vous allez à 16h, allez vous prélasser dans votre jardin, vous allez le voir parce que c'est en ce moment-là qu'il pique. Lui, il pique dans la journée. Et en général, la nuit, il va se reposer. Mais la journée, entre 15h et 19h, il pique. Et le monde, il pique à tout moment. Ensuite, en plus du fait qu'il a cette couleur-là, il a une particularité, c'est qu'il vit hors de la maison. Il vit hors de la maison, alors que le moustique du paludisme vit dans la maison. Et le moustique du paludisme a une couleur qui est plutôt brunâtre. Donc, on les différencie tout de suite. Le moustique du paludisme, lui, il pique plutôt la nuit. Il pique de 19h à 6h du matin, mais il pique plutôt à 22h. C'est la période où il pique là où le on plus. a bien sommeil. Au moment où vous avez bien sommeil, c'est en ce moment-là qu'il vient pour vous piquer et pour déranger votre sommeil. Donc, mais en plus de ça, les signes sont pratiquement les mêmes. Oui, donc, c'est un syndrome grippal, on va dire comme ça, avec la fièvre, avec des céphalées, c'est-à-dire maux de tête, avec aussi une fatigue extrême, des courbatures. Mais dans le cas du paludisme, on a des signes plutôt assez frustres, une fièvre qui persiste, mais quand il y a le traitement, ça passe. Mais dans le cas de la fièvre jaune, il y a ce qu'on appelle l'ictère, qui est un signe important, la jaunisse, d'où le nom fièvre jaune. Dans le cas de la dengue aussi,
on a la situation de la dengue hémorragique. C'est-à-dire, la personne va saigner du nez, va saigner de la bouche, va saigner au niveau de l'anus. Et ça, si on ne fait rien, du fait qu'elle perd le sang, elle peut décéder. Donc, alors, avant de passer à la prévention, quel est l'impact de ces maladies-là sur les activités socio-économiques et, entre autres, la tranquillité des populations? Oui, parce que, bon, le paludisme, si vous ne dormez pas bien la nuit, vous n'allez pas avoir un bon rendement le lendemain. Que ce soit les élèves, que ce soit tous les professionnels, vous serez constamment perturbés. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a aussi l'absentéisme que ça crée. Figurez-vous que le paludisme, le traitement, c'est un minimum de 3 jours. Et puis, troisièmement, il y a comment on appelle le poids économique. Parce que pour prendre en charge un cas de paludisme, si c'est un cas de paludisme compliqué, ça coûte cher. Et dans le cas de la dengue, ça coûte encore plus cher, comme dans le cas de la fièvre jaune. Alors, en termes de prévention, le gouvernement a pris la pleine mesure de la situation. Quelle est sa stratégie de lutte? Alors, la stratégie de lutte du gouvernement entre en période interépidémique, c'est-à-dire en période, on dirait, en période normale, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, assure ce qu'on appelle la surveillance épidémiologique. C'est-à-dire, nous donnons la définition des cas. Toutes nos structures de santé connaissent la définition des cas de fièvre jaune, de dengue, comme de paludisme. Donc, elles savent que dès qu'il y a un cas, il faut automatiquement signaler à l'agent de santé. Donc, la population doit connaître aussi la définition. Elle signale à l'agent de santé qui répertorie les cas et qui attire l'attention quand on se rend compte que le nombre de cas a beaucoup augmenté. Donc, ça, c'est la surveillance épidémiologique. Mais en plus de ça, nous faisons des études opérationnelles. Nous mettons en place, on a des sites sentinelles pour surveiller ces différents moustiques-là. Et on appelle ce qu'on appelle l'investigation entomologique. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'on a fait une étude à Cocody et qui a montré que le virus était là, à l'intérieur des moustiques qu'on avait identifiés. Donc, tout ça, c'est la surveillance. Mais en plus de ça, l'État fait la sensibilisation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est le lieu de remercier la RTI pour son appui, pour cette activité de sensibilisation à l'approche de la période des pluies. Et je pense que les populations doivent saisir cette occasion. Justement, vous parlez des populations. Quelles sont les actions individuelles et collectives à mener? Alors, les actions individuelles, c'est le film qui est passé est très bien fait. Individuel, quand vous êtes dans un endroit, il faut porter des habits à manches longues. Et puis, surtout, il y a des répulsifs qu'on peut utiliser. Il y a des lotions qu'on peut utiliser, anti-moustiques qu'on peut utiliser. Mais il y a l'utilisation de la moustiquaire imprégnée aussi, qui est un moyen important pour pouvoir lutter contre ces maladies. Mais de façon collective, il y a ce qu'on appelle la pulvérisation intradomiciliaire comme extradomiciliaire qui se fait à grande échelle. Nous allons entreprendre une campagne très bientôt. Nous en avons pratiqué régulièrement à Abidjan. Vous ne voyez plus les avions qui vont pulvériser la ville parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une ville où il y a des buildings et ce n'est pas évident. Or, l'avion doit être vraiment proche de la basse altitude. Mais nous utilisons les engins motorisés et nous pulvérisons avec ces produits insecticides. Oui. Alors, vous insistez sur le rôle important des communautés dans la lutte contre les moustiques, mais la question sécuritaire se pose. Comment les populations doivent-elles percevoir ceux qui viennent à domicile pour les sensibiliser? Oui, justement, c'est un problème crucial par ce temps. Et c'est vrai que la population se méfie de plus en plus de ceux qui viennent sonner, même si ce n'est pas à des heures indues. Mais la solution qu'on a trouvée aujourd'hui, c'est justement de sensibiliser pour que chacun fasse le travail chez lui. Il faut que la population même s'approprie cette lutte. Je pense que c'est à ce prix-là qu'on va s'en sortir. Et dans les pays qui ont réussi à éradiquer le paludisme, c'est vraiment à travers ces mesures-là, à travers ces actions assez énergiques et qui permettent d'éradiquer le paludisme. Donc, on a fait l'expérience, quand on est passé dans 500 maisons, mais à peine
si on a été reçu par l'entièreté des habitants de la maison parce que les gens prétextaient de l'insécurité. Mais aujourd'hui, je pense que progressivement, la population d'hommes doit prendre le relais. Alors, il nous reste encore 6 minutes environ. Alors, il existe un vaccin pour la fièvre jaune, mais la communauté scientifique demeure impuissante face à la dengue et le paludisme. Est-il envisageable de les éradiquer? Oui, bon, face à la dengue et le paludisme, vous voyez, même quand il n'y a pas le vaccin, on peut l'éradiquer, puisqu'il y a des pays aujourd'hui qui sont indemnes de paludisme. On a vu l'expérience du Kenya, on a vu l'expérience de certaines îles, comme le Cap-Vert. Donc, on peut le faire. C'est vrai qu'avec le vaccin, on va y arriver plus rapidement. Dans le cas de la dengue, c'est vraiment ces mesures. Il y a un vaccin qui a été découvert en 2015, mais qui n'est pas très efficace. Donc, en termes de santé publique, ce n'est pas une bonne solution. C'est pourquoi on opte plutôt pour la lutte antivectorielle, c'est-à-dire éliminer le moustique depuis le stade de nymphe ou bien d'œuf en renversant les récipients qui contiennent de l'eau. Quand on va dans nos villages, on collecte souvent de l'eau qui reste là longtemps, de l'eau pour se laver, soit pour boire, mais c'est de l'eau qui est dans des récipients qui ne sont pas fermés. Donc, si on doit collecter de l'eau, il faut qu'on ferme le récipient. C'est à ce seul prix-là que le moustique ne viendra pas y pondre ses œufs. Donc, il faut fermer. Et dans nos maisons, bon, on garde souvent ces pots de fleurs-là, mais il faut les vider régulièrement. Et même les flaques d'eau qui traînent souvent, enfin, qui sont souvent dans nos maisons, il faut pouvoir les éliminer. Et nos baignoires qui sont usagées, au lieu plutôt de les éliminer totalement, on les garde derrière la maison, ça contient de l'eau. On a même les siphons de sol qui contiennent aussi souvent des œufs. Et on a même, qu'est-ce que je veux dire encore, on a vraiment tout genre de récipients. Les canaries, dans les villages, les canaries souvent dans lesquels on met nos médicaments traditionnels. Mais il y a de l'eau dedans, le moustique va venir là dans la maison pour y pondre ses œufs. Donc ça, c'est monnaie courante. Alors, on parle de prévention, on parle de la disposition, mais il peut s'avérer que le patient contracte la maladie. Lorsqu'il y a complication, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, lorsqu'il y a complication, déjà, il ne faut pas attendre que la complication survienne. Dès que les signes surviennent, il faut s'adresser à un centre de santé, le centre de santé le plus proche. Et c'est en ce moment-là qu'on va faire le diagnostic clinique. Et puis surtout, le diagnostic, il est biologique. C'est le laboratoire qui fait le diagnostic de façon formelle. Et ici, la référence que nous avons, c'est l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Donc, dès que le médecin va penser au paludisme, ou bien à la dengue ou à la fièvre jaune, il va demander un examen de sang. Et cet examen de sang il va faire un prélèvement de sang dont l'examen sera fait au niveau de l'Institut Pasteur. Alors, pour terminer, professeur, notre système sanitaire a-t-il la capacité à préparer, détecter et répondre à une épidémie de grande envergure? Oui, je peux vous dire tout net, oui, le système a ses moyens. La preuve, c'est le fait de détecter une épidémie, c'est parce qu'on est suffisamment outillé. On a un système de laboratoire qui est efficace, on a un système de surveillance qui est régulier et qui se fait de façon quotidienne et hebdomadaire aussi pour certaines maladies. Et donc, on suit. Donc, le système a la capacité de pouvoir prévenir, de pouvoir détecter à temps et de pouvoir surtout riposter. Vous l'avez dit tout à l'heure, avec les épidémies de dengue qu'on a eues par le passé, on a réagi immédiatement. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'éviter qu'une autre épidémie survienne. Donc, on a les capacités. Si jamais ça arrive, on est prêt à le faire. Alors, la réalisation me fait dire qu'on a encore quelques minutes. Quel sera votre message de fin? Alors, mon message de fin, c'est de dire à la population, la saison des pluies arrive bientôt. Ça a même commencé dans certains endroits de la Côte d'Ivoire. C'est une période qui est favorable à la survenue de la dengue, du paludisme et de la fièvre jaune. Mais ces maladies-là sont transmises par le moustique. Et c'est un moustique qui vit avec nous tous les jours. Et c'est un moustique qu'on entretient dans notre environnement, avec les pots de fleurs qui sont dans nos maisons, avec les pneus qui traînent, avec les bananiers que nous cultivons, avec les objets qui sont oubliés, les jouets des enfants. Toutes ces choses
il faut que nous-mêmes, nous puissions lutter pour ça. Donc, je demande à chaque Ivoirien, je demande à chaque personne, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, de faire le tour autour de sa maison, dans sa maison, pour voir si on n'héberge pas ces moustiques-là dans ce qu'on appelle gîte larvaire, que je viens de citer. Tous ces récipients-là, il faut les enlever. Parce que c'est bien de pulvériser. Quand on va venir pour pulvériser, si on pulvérise que les œufs sont encore dans l'eau, au bout de 3 jours, 4 jours, les œufs vont devenir des moustiques et puis on va nous dire qu'on n'a rien fait. Alors qu'il y a ce travail préalable que chaque habitant doit faire. Donc, je demande à chacun de vraiment s'approprier cette lutte-là pour que nous évitions une autre épidémie cette année. Et il faut bien que les populations accueillent les agents. Oui, que les populations accueillent les agents quand elles vont venir, quand ces agents vont venir dans leur maison, parce que nous allons commencer la campagne très bientôt. Nous allons commencer par Bingerville, ensuite nous allons venir à Cocody. Ça fait l'actualité s'achève. Nous recevions le professeur Joseph Beignet-Bivrou, directeur général de l'Institut national d'hygiène publique. Il est venu parler des actions de prévention initiées par le gouvernement face à la période favorable aux maladies transmises par les moustiques. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie. Vous pouvez revenir quand vous voudrez. Chaque fois qu'il s'agira de sensibilisation, personne n'aime les moustiques. Merci beaucoup. Bonne suite de programme sur RTI 1. Bonsoir.